Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du plafond de la dette qui a finalement été rehaussé, ou en tout cas, on a trouvé un deal du côté des États-Unis. Donc du coup, ça va être intéressant de regarder ça. Quelle est la nature de cet accord, comment on s'en sort, etc. par rapport à tout ça. Deuxième chose qu'on va regarder également, ça va être tout simplement l'analyse technique, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Donc où est-ce qu'on en est par rapport au support potentiel? Est-ce qu'on est toujours dans une démarche de distribution ou est-ce qu'on est dans une démarche d'accumulation? Et quels sont les critères graphiques qui peuvent nous permettre de prendre une décision? On passe ici en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et ce qu'on va regarder là, c'est depuis que on nous a dit qu'effectivement le plafond de la dette allait être rehaussé. C'était à peu près globalement quelque part autour de hier dans la journée et vous voyez qu'on a un petit peu poussé. Alors le S&P ne cotait pas, donc du coup on peut pas vraiment regarder ça pour le moment. En tout cas la journée aujourd'hui est plutôt flat sur le S&P. On voit que le gold sur les futurs a très légèrement latéralisé. On voit que le dollar a arrêté d'augmenter, le dollar est ici et là il est inversé, donc du coup en fait quand il descend, en réalité, il monte. Et donc, du coup, on voit ici que le dollar s'est arrêté d'augmenter. On passe sur une latéralisation également. Et que Bitcoin nous a fait un léger breakout. On va analyser ce breakout. C'est celui-ci, celui de la journée d'hier. Donc là on est repassé en daily sur Bitcoin et qu'est-ce qu'on peut finalement regarder là, décider, enfin voilà, avoir vraiment une vision des choses qui est plutôt propre. Alors ce qu'on peut regarder déjà, c'est que ce support là est en train de tenir. On peut légèrement le replacer si on se base sur du daily un petit peu plus propre, c'est-à-dire qu'on serait à l'attaque du creux que vous voyez là. Alors on va avoir moins de touches, mais par contre on va effectivement avoir la préservation de ce niveau-là. On pourrait mettre une bande ici, avoir quelque chose qui globalement se situerait entre 26,3 et 26,5. Ce support-là du coup n'est pas perdu en daily. Vous voyez qu'on fait pas une bougie, enfin le corps d'une bougie entière sous ce support. Donc on va noter que pour le moment ça tient. On est venu revisiter le bas du support. On a fait une mèche dessous, donc c'était plutôt propre de ce côté-là. On était dans toute cette période-là, donc depuis finalement le vendredi 12 mai, dans un range entre 27,4 on va dire et 26. Et d'une manière générale, vous voyez qu'il y a eu ce breakout sur cette fameuse news, comme quoi on avait effectivement trouvé un accord au niveau des US par rapport à cette histoire de plafond de la dette. Donc ce qu'on peut éventuellement ici regarder, c'est où est-ce qu'on en est par rapport à cette trend de distribution que vous voyez ici en 4 heures. Vous voyez qu'on la retouche ici plusieurs fois. Et pour le moment, on est en train de se faire rejeter par cette trend. Donc attention dans la zone. On peut tout simplement ici être sur, on va dire, la nature logique de continuer à faire ça en fait et continuer à se faire tout simplement repousser par cette trend. Pour le moment, ça reste un canal descendant. Donc pour moi, premier critère de décision et premier critère intéressant, c'est si en plus on arrivait à sortir bien entendu de cette trend. Dans ces cas-là, on irait potentiellement à l'attaque de ce point pivot là qui se trouve à 31 000 $. Si c'est pas le cas et si on se fait rejeter, on peut éventuellement estimer qu'on va une nouvelle fois revenir visiter le support des 26,3, 26,5. Et du coup, à ce stade-là, difficile de dire où est-ce qu'on se dirige réellement. Néanmoins, cette trend, elle tient toujours. Vous voyez qu'elle est extrêmement précise, extrêmement accurate pour shorter, et que pour le moment, on est toujours dans cette petite phase de distribution ici. Cela dit, le breakout de ce point-là est extrêmement intéressant. Et il faut pas non plus oublier que on l'a traversé vraiment relativement facilement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, on semble corriger un petit peu l'histoire, justement au contact de cette trend. Donc voilà, pour le daily 4 heures, pour moi, voilà l'analyse que je pourrais en donner éventuellement. Vous voyez que c'est relativement propre ici, on corrige un petit peu. Beaucoup de longues qui sont rentrées sur tout ce mouvement. Et donc du coup attention dans la zone, on pourrait très bien venir cueillir ces longues ou en tout cas une partie, revenir en zone de rechargement par exemple de ce mouvement là, c'est à dire si je vous mets un Fibonacci comme ceci,
Revenir en zone de rechargement, ça veut dire revenir tout simplement toucher le 0,786, c'est-à-dire les 26 400 $, pour éventuellement repartir derrière et faire ce fameux breakout. Seul un niveau est capable de casser une trend. Donc vous voyez ici, là, cette trend de distribution, elle ne peut être cassée que par un niveau. Pour le moment, le niveau qui semble vraiment tenir et être intéressant à ce stade, encore une fois, c'est le niveau des 26,4. À voir s'il tient une nouvelle fois, si jamais on revenait à le visiter. Donc ça, c'est la première chose. On a désormais une 4 heures qui semble vouloir potentiellement passer haussière, au sens où là, on avait un plus bas, encore un plus bas qui est plus haut que le précédent, un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc, peut-être que la suite, ça va être la continuation tout simplement de ce canal haussier-là. Pour le moment, je vous le rappelle, on reste dans ce canal baissier qui est ici. Donc, bien prendre les time frames en fonction de ce qu'elles nous disent. Est-ce qu'on est juste dans du bruit là, qui nous donne tout simplement ce fameux canal, ou alors est-ce qu'on est vraiment dans une zone de breakout? Attention à ceux qui vous disent que ça y est, on va à 40 000 $, etc. Cela dit, bon, on a un joli double bottom ici, vous le voyez. Target chartiste d'un double bottom, c'est tout simplement le report de la ligne de coup au point le plus bas de ce fameux double bottom, c'est-à-dire en l'occurrence, si jamais on devait ici donner une target à ce mouvement, et elle serait plutôt autour des 29,2. Donc si on s'affranchit de si on s'affranchit de la structure, mais qu'on garde uniquement voilà l'idée d'un gros double bottom, on peut même éventuellement y voir ici un triple. Double bottom ici, vous le voyez qu'on a plusieurs rejets, on dépasse la ligne de coup, peut-être potentiellement un retest. Et là, on va au 29,2. Donc la structure nous dit peut-être potentiellement une 4 heures qui passe haussière. Attention à cette traîne de distribution en 4 heures, encore une fois. Une figure chartiste potentielle qui peut nous dire qu'on va éventuellement revenir toucher les 29,2, c'est-à-dire venir dépasser et casser cette traîne 4 heures et venir plutôt retester tout simplement le pic qui est ici. Donc ça, c'est pour le chartisme. La structure 1 heure qui est très propre et très haussière à ce stade, on le voit bien ici. Et voilà pour les time frames un peu plus petites. On reviendra en fin de vidéo faire les time frames 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. En ce qui concerne l'Ethereum, on a également breakout, on se fait repousser, vous le voyez ici par ce niveau-là. Très joli breakout également, figure de double bottom aussi, avec une ligne de coup qui se trouverait à peu près par ici. Si je vous le dessine, ça donne ça. 1, 2, 3... et on breakout, d'accord. Pour le moment, on n'est pas extrêmement éloigné de la ligne de coup, donc si jamais on était en train de la retester, la target de cette figure-là, en l'occurrence, on peut l'établir autour de 2000 $. Donc on est, vous comprenez que le dernier top sur Ethereum était autour de 31 000. On ira à 29,2, Ether a un petit peu plus poussé, ou en tout cas, si jamais on avait ce fameux double bottom qui se mettait en forme, et bien à ce moment-là, on pourrait potentiellement avoir quelque chose de plus intéressant. Là où c'est peut-être intéressant également sur Ether, c'est qu'on est peut-être en train de casser, pour le coup, un petit peu en avance par rapport à BTC, cette trend 4 heures de distribution en l'occurrence. Donc du coup, vous voyez ici que on a peut-être potentiellement clôturé plusieurs bougies 4 heures au-delà de cette trend, donc c'est un peu plus encourageant sur Ethereum que sur Bitcoin, ou en tout cas pas de rejet sur la zone de sa part. Quand je regarde le reste des altcoins, c'est pas trop mal aussi. On a eu une perf qui a plutôt fonctionné. Cela dit, c'est quand même Bitcoin qui va ici donner le ton. En tout cas pour le moment. En ce qui concerne la stablecoin dominance. Alors la stablecoin dominance, vous voyez qu'on avait ici une résistance là, globalement à l'attaque de ce pic là. Cette résistance a à nouveau fonctionné. Attention, on avait dit à une épaule, tête-épaule inversée. Si jamais on passait vraiment les 12%, on avait des bonnes chances ici de venir revisiter plus haut, c'est-à-dire 13,5. C'est-à-dire des niveaux relativement bas sur Bitcoin. Donc je me rappelle qu'on avait parlé des 23 000 $. Et vous voyez que ici, en l'occurrence, par contre, la stablecoin dominance est en train de très fortement corriger. On aurait pu prévoir un support ici qui a désormais été enfoncé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est en train de
nous dire que cette épaule, tête épaule inversée, figure de retournement haussière sur la stablecoin dominance que nous, on veut voir baissière, en tout cas pour nos capitaux d'investissement, voilà, et bien pour le coup, serait éventuellement en train de nous donner l'inverse, c'est-à-dire rejet par les 12%, et désormais, on peut éventuellement aller couler sous les 10. En tout cas, est-ce qu'on a retesté cette trend de distribution là, la orange qui est ici? Pas encore. Pas pour le moment, on avait peut-être parlé d'une latéralisation pour venir la toucher et ensuite venir corriger. Est-ce qu'on est dans une structure baissière en 4 heures par rapport à la stablecoin dominance? Pas vraiment, vous voyez que ici en 4 heures, on est toujours sur une structure haussière. On pourra vraiment dire qu'on a enfoncé un vrai support ou en tout cas quelque chose de déterminant. Malheureusement que quand on retournera aux 10%, donc pas extrêmement de choses à dire sur la stablecoin dominance, on va dire, en tout cas à analyser, qui pourrait éventuellement nous intéresser sur la zone. Là où c'est intéressant également, c'est oui, attention à ce gap haussier ici sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, où du coup, comme on a fait ce breakout dimanche, et aujourd'hui on s'est retrouvé, hier soir on s'est retrouvé à une ouverture finalement en gap haussier, donc on va noter ce gap. Donc sur le Chicago Mercantile Exchange, vous avez ici l'ouverture d'un gap haussier qui est assez souvent peut-être fermé. Parfois dans les 48 heures, parfois ça prend plus de temps. Parfois ça peut être aussi un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui n'est pour le coup pas fermé. En l'occurrence, vous voyez que sur le CME, on en a deux ici. Et attention à ça parce qu'on avait bien entendu également eu un gap haussier d'ouverture ici qui s'était fait autour des $20 000. Voilà un petit peu pour l'analyse graphique. Maintenant, quand on va regarder l'accord qui a été trouvé entre McCarthy et Biden par rapport tout simplement au plafond de la dette, et c'est peut-être plutôt cet article-là, voilà, qui va nous dire ce qu'il se passe. Globalement, c'était un petit peu un jeu du chat et de la souris entre Biden et McCarthy. Le plafond de la dette est plus ou moins fait pour ça. Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor, donc qui s'occupe plus ou moins de l'actif passif, on va dire, des États-Unis, avait dit attention, autour du 1er juin, on aura des soucis. Finalement, elle s'était un peu ravisée, elle avait dit potentiellement qu'on peut tenir jusqu'au 5 juin. Et en l'occurrence, ici, un accord a visiblement été trouvé hier. L'accord nous dit que tout ce qui n'est pas des dépenses de défense, donc militaires, devra rester flat pendant toute l'année 2024. Donc pas de nouvelles dépenses, on reste sur les dépenses qui sont déjà existantes. Et qu'ensuite, elles pourront augmenter d'1% l'année suivante. Et que ensuite, elle sera plus ou moins libre, entre guillemets, suspendu jusqu'à la prochaine élection en janvier 2025. Concrètement, ça veut dire que le budget de 886 millions pour la défense, 886 milliards pour la défense va continuer à être tel quel. On ne fait pas de nouvelles dépenses de ce côté-là. Et les 704 pour tout ce qui est non-défense des États-Unis, lui, pour le coup, devra rester flat également. Ce que ça veut dire également, c'est que l'année prochaine, il faudra que soit approuvé par le Congrès 12 factures de dépenses, on va appeler ça comme ça, pour vérifier un petit peu que tout ça est bien respecté. Et dernière chose, la croissance du budget fédéral ne pourra augmenter que de 1% pendant les 6 prochaines années, donc jusqu'à mais par contre ce système-là pourrait être encore renforcé au début de 2025. Donc tout ça nous laisse assez peu de temps pour que le projet passe jusqu'au 5 juin. Entre maintenant et le 5 juin, il doit passer d'abord devant la Chambre des représentants et ensuite devant le Sénat. Visiblement ce projet va être voté, il n'y a aucun problème avec ça. Concrètement, on peut estimer que c'est un petit peu Biden qui a perdu la partie parce qu'au départ il voulait pas du tout s'asseoir à la table des négociations sur ce type de base, on va dire, de négociation, et finalement le temps approchant, c'est plus ou moins McCarthy qui l'emporte, en tout cas sur cette idée que des nouvelles dépenses ne doivent pas être engagées.
Donc ça met un petit peu une épine dans le pied de Biden pour la fin de son mandat, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a des choses qu'il avait prévues et qu'il ne pourra pas faire. En l'occurrence, notamment, il avait prévu l'IRS, donc tout ce qui est le fisc un peu américain, devait recevoir beaucoup plus d'agents et devait faire beaucoup plus de contrôles fiscaux. Et là, en l'occurrence, bon, il y a des choses qui vont devoir ne pas se faire. Par rapport, par contre, je crois, au niveau de comment les vétérans de guerre vont pouvoir être pris en charge, et bien pour le coup, on reste sur un statu quo, il me semble. De l'argent qui n'avait pas été dépensé pour le Covid qui va être réalloué ailleurs, et puis voilà, au niveau des projets par rapport à tout ce qui est énergie, etc., il va y avoir des coupes, mais globalement ça reste à peu près pareil. Ici il y a aussi le fait qu'on repaye aux étudiants qui empruntaient pour faire leurs études, qu'on leur rembourse leurs prêts. Il y a une partie de ces projets-là qui va être abrogé, et puis voilà, globalement d'une manière générale. Donc ce qu'on peut dire, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça veut dire moins de dépenses du côté, bien entendu, de l'État américain, sur fond de cette volonté républicaine, on va dire. Concernant le calendrier économique, voilà, autant pour moi. On aura le rapport ADP qui va sortir mercredi, assez important pour moi, ou en tout cas il nous donne une bonne notion de ce que pourrait être 2 jours plus tard l'US Employment Report et l'US Unemployment Rate, qui vont être en fait le taux de chômage et la vraie l'étude on va dire la plus plébiscitée, ou en tout cas la plus legit en ce qui concerne le taux de chômage aux États-Unis. Et bien entendu, ça sera pour les données du mois de mai. Quand est-ce que sort le CPI du mois de mai ? Eh bien, on l'a pas là, mais je pense que ce sera autour du 10 juin. Également, bien entendu, vous vous en souvenez, il y aura un meeting de la Fed qui va se tourner, je crois, autour du 14 juin. Donc là, je vous ai fait déjà, voilà, 14 juin 2023. Donc là, je vous ai fait déjà les 2 prochaines semaines en termes de calendrier économique. On reviendra, bien entendu, sur tous ces sujets-là. En ce qui concerne le reste, on va dire, pas grand-chose à dire sur la crypto. Cette semaine, on n'a pas énormément de choses. Ça n'a pas forcément avancé énormément au niveau de tout ce qui est régulation, etc. Et puis sur le procès XRP contre la SEC, qui pour moi est une bonne partie des réponses qu'on peut attendre au niveau de la régulation. Eh bien, pour le moment, c'est pareil, on n'a pas encore vraiment de nouveautés de ce côté-là. Donc voilà, sur XRP en tout cas, effectivement, on a des signes que pas mal de baleines sont en train d'investir assez fortement. Est-ce qu'on est en train d'aspirer l'offre au cas où justement la réponse, on va dire, du tribunal soit positive ? C'est une bonne question auquel on aura vraisemblablement la réponse assez vite. Donc ici, on a fait, je pense, le tour de tout ce qui est chart et tout ce qui est fondamental. On va bientôt aller voir le sentiment et la liquidité, mais avant ça, je vous envoie la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges ? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID
Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, alors on a liquidé hier 131 millions de dollars, donc c'est une journée plutôt pas mal. La moitié de tout ça s'est fait sur Bitcoin et Ethereum, et vous le voyez, on a 55 millions sur Bitcoin et une trentaine de millions sur Ethereum. Tout ça semble plutôt normal, on a liquidé plutôt du short. Vous le voyez, Ordinals qui se retrouve un petit peu ici dans le top 10, Lina, Mask, Arbitrum, Tomo également, avec pas mal de valeurs, hein, à peu près presque 3 millions, et SUI, donc voilà un petit peu les coins qui ont le vent en poupe, ou en tout cas qui ont suffisamment de price action pour venir prendre ces montants-là. Ce qu'on peut regarder quand on regarde le carnet d'ordre, donc là on regarde vraiment le sentiment sur le spot, vous voyez qu'on avait ici pas mal d'ordres qui étaient dans la zone des 25 000, qui du coup se sont annulés au moment où tout simplement eh bien, le prix s'est envolé, il n'est pas venu chercher ses ordres, et puis on a peut-être une partie de ces ordres qui désormais ont été remontés, vous le voyez ici dans la zone. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, au sens où quand vous avez ici un breakout et que vous aviez des anciens ordres pardon, qui attendaient, et que les personnes veulent acheter la correction de cette montée, c'est plutôt, on va dire, une bonne chose, puisqu'on voit que ce sont les mêmes ordres, hein. Au moment où ceux-là s'arrêtent ici, et eh bien du coup ils réapparaissent un petit peu plus haut. Ensuite, sur les marchés en levier, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, donc du coup, vous le voyez ici, on est venu visiter les bornes basses un petit peu de cette histoire, et puis ensuite on est revenu prendre les bornes hautes. Là où il faut se méfier, c'est qu'on est désormais dans la borne, vous le voyez ici, 6,33 milliards, au travers de laquelle en général on déleverage. On déleverage, ça veut dire tout simplement, on fait un gros mouvement dans un sens ou dans l'autre, de manière à arrêter d'avoir autant de leviers. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'il semble se passer. On avait eu un dépassement de cette borne assez important il y a quelques mois, et où on n'avait pas déleveragé, mais sur tous les autres épisodes de ce style, on avait déleveragé. Quand est-ce qu'on va reprendre ici? On va regarder peut-être en 15 minutes. Ouais, voilà. En gros, vidéo qu'on avait faite autour du 21 mai, ou en tout cas on avait étudié la liquidité à ce moment-là. Globalement, vous voyez que tout ça c'est pris, ça c'est pris, ça c'est pris, ça aussi, donc c'est plutôt propre, hein, vous le voyez. On a fait le petit tour vers le bas, le petit tour vers le haut, on avait fait la vidéo à peu près par ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien regarder ici, donc on était au 21. Voilà, ici, autour du 22, on avait eu un très fort niveau, vous le voyez là, de un funding qui était vraiment parti assez fort dans le négatif. Donc ça voulait dire qu'on était extrêmement shorté, et surtout que là, dans cette petite zone, on avait liquidé pas mal de shorts. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ça en 15 minutes, mais c'est pas grave, on va quand même faire ça, parce que ça fait une petite semaine qu'on n'a pas fait de vidéo, sinon ça serait un petit peu long. Ici, on avait réenclenché, alors je vais essayer de prendre plutôt, voilà, d'avoir un peu mieux. Ouais, tout de suite, évidemment. Alors, c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Ici, on avait réenclenché derrière, après ça, sur du long. Bon, vous voyez que le niveau a été pris derrière. Ensuite, ici, on latéralise. Forte diminution. Donc, bon, pour l'instant, ça se suit pas mal. Ici, j'ai une anomalie, c'est-à-dire que là, j'ai du long. Donc, autour des 25,8, oui, j'ai un point à prendre éventuellement en long.
comme ça. Ensuite, derrière, ça se passe plutôt normalement. Très légère anomalie ici également. Bon, c'est ce qui fait augmenter le prix. Encore une anomalie ici où vous voyez le prix latéralise, mais le funding semble descendre. Donc, c'est ça qui nous fait monter derrière. Et là, j'ai une assez forte augmentation de l'open interest. Donc, le nombre de contrats en circulation augmente assez fortement. Ça se fait un petit peu dans les deux sens, j'ai l'impression. En tout cas, d'abord sur du long à partir de ce point-là, ici, et ensuite sur du short à partir de ce point-là. Donc là, on vient de venir chercher les shorts. Donc ça, c'est intéressant. Et après, à partir de là... j'ai un prix qui descend, un funding qui augmente, donc là on avait un petit peu trop de long, au niveau des 28 000 $, on avait un petit peu trop d'engagement long de ce côté-là, donc du coup le prix vient les chercher. Pardon. Donc d'une manière générale, je ne pense pas que ce niveau-là soit shorté outre mesure, mais on va peut-être y voir plus clair avec les poches de liquidité. Et pour l'instant, sur ce mouvement, j'ai quand même plutôt peut-être du longueur qui est rentré par rapport à du shorter. Donc attention dans la zone, pas forcément le meilleur endroit pour rentrer longue. Peut-être attendre une correction. Sur Ether, eh bien c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait vu. Tout ça a été pris. Hop, on vient vraiment prendre les vieilles poches de liquidité précédentes. En l'occurrence, ici, j'avais pas mal de longues. Derrière, on est venu les chercher. J'ai eu du short derrière. Derrière, on est venu les chercher également. Ici, c'est plutôt propre. On n'a pas vraiment de discordance, si ce n'est un petit peu sur cette zone-là. Du long qui se met à peu près par ici, et du short, mais derrière, vous voyez qu'on vient les prendre. Et puis ensuite, alors là où Ether a tendance à déleverager, pour le coup, c'est bien dans la zone actuelle également. Donc du coup, attention à ça également. Ether est en haut de range sur les moments où il accepte finalement d'enclencher de l'open interest. Ici, j'ai pas mal de longues qui étaient rentrées également. Donc on peut mettre un niveau de longue ici aussi. Ensuite ici, vous le voyez, on vient péter un sacré nombre de contrats avec cette hausse là. C'est vraiment ce moment là qui vient corriger une partie des shorters précédents. Et ensuite par contre la girouette change un peu de sens et on réenclenche à peu près la même chose. Donc si j'avais quelque chose à faire, je dirais également que attention à peu près par ici, donc quelque part autour des 1860, 1850, on a peut-être quelque chose d'assez important à prendre. Et puis ensuite ça a l'air de suivre là, donc voilà, même analyse sur Ethereum, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de longues plus que du short. Si on regarde ici les poches de liquidité, vous voyez que les gros longs, on les voit, ils sont là, hein. On a liquidé du short, donc c'est normal que le funding augmente derrière. Le delta est en faveur ici des longueurs, c'est-à-dire que ça irait plutôt dans le sens d'une diminution du prix. Attention dans la zone, sauf si le mouvement est très fort, hein, et qu'on laisse gagner ces gens-là. Sinon, on a des bonnes chances quand même de venir peut-être potentiellement revisiter ici 26,8. On va se mettre sur Ether. Donc 26,8 target baissière. Et tout à l'heure, quand j'ai regardé, je vous ai dit quoi, j'étais en dessous, je crois, hein, j'étais légèrement en dessous si on allait en zone de rechargement. Oui, voilà, en gros, c'est cette grosse zone de longue là qu'on voudrait peut-être venir corriger. Vous voyez que je vous ai mis ici tous les niveaux, celui-ci a été pris, mais ce niveau-là, 1804, ce niveau-là, 1828, et ce niveau-là, 1896, qui correspondent à des niveaux cohérents pour venir corriger. Et vous voyez qu'à chaque fois ici, on fait un plateau, c'est-à-dire qu'il y a des très grosses ouvertures de longue qui se font sur ces zones-là. Bien évidemment, sur la news, que, en fait, le FUD du plafond de la dette n'aura pas lieu. Ici, pareil, au niveau des shorts et des longues sur les 12 dernières heures, donc pas forcément intéressant de regarder cette métrique-là. Si jamais on regarde sur les 7 derniers jours, et c'est là que ça va être quand même beaucoup plus intéressant, et là on est sur Bitcoin. Vous voyez qu'on a pris tout ce qui se passait au niveau des shorters sur les 7 derniers jours. Désormais, on a quelque chose à peu près sous les 26, 25,7 qui pourrait nous dire qu'on vient revisiter cette zone-là. Vous voyez qu'on s'est un petit peu calmé. Personnellement, j'irais plutôt dans l'idée qu'on pourrait latéraliser pendant une semaine sur la zone des 28 avant de trouver une direction en fonction de ce que les shorters ou longueurs veulent prendre. Et puis ensuite,
On va rajouter BitMEX puisqu'on peut le faire. Sur la heatmap des 1 mois, eh bien, vous voyez qu'on est en train de liquider du short, du coup, sur tout ce qui s'est passé dans le dernier mois. Pour le moment, pas énormément de valeur, mais il y a quand même de la valeur en dessous. Et vous voyez que sur le mois, on peut éventuellement imaginer que Bitcoin vient de faire son breakout autour des 30 500 $. Donc ça va pas forcément ici pile poil dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une correction avant d'aller plus haut. On va voir en conclusion ici ce que éventuellement on peut délibérer de tout ça, que ça soit en fonction de la structure. Là vous voyez que on a pareil, même chose au niveau des shorter longueurs, en tout cas sur les 12 dernières heures, on a à peu près la même chose sur Ethereum. Par contre, sur tout ce qui concerne la 7 jours, on est venu manger un petit peu tout le jaune qu'il y avait en haut et désormais on est en train d'accumuler éventuellement et peut-être que c'est en dessous que c'est plus intéressant de venir chercher. Et en ce qui concerne la 1 month, eh bien, pas mal de valeurs sous les 1600. On est venu vraiment dans le dur ici, mais on pourrait avoir vraiment de la valeur à venir chercher jusqu'à 2000 $. Donc sur la 1 mois, on reste plutôt haussier. Vous le voyez, sur la 7 jours, tout a été pris et on n'a pas nécessairement besoin d'aller beaucoup plus haut. À voir ici, est-ce que les shorters ont tenu cette position depuis plus d'1 mois? Est-ce que désormais, avec cette correction haussière à ce stade, ils sont en train de sortir ou est-ce qu'ils tiennent? Bien entendu, beaucoup de choses sont déterminées par les clôtures de position à l'instant T ou pas. On passe sur la 15 minutes et on vient faire la conclusion de cette vidéo. Alors, à ce stade, pour moi, c'est très bon qu'on soit repassé au-dessus de la borne des 27,5. Entre 27,2 et 27,5, il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à passer jusque-là. Et vous voyez que on vient de le faire dorénavant sur fond de cette news de rehausse du plafond de la dette. C'était plus ou moins également le FUD de toute façon qu'on avait ici. Donc tout ça, c'est une structure d'indécision qui tient bien entendu à ça. Une des grandes questions ici, c'est quelles vont être potentiellement les news de l'inflation, et je pense que ça va être la prochaine chose que le marché va attendre potentiellement, les news de l'inflation pour le mois de mai. On est à la fin mai dorénavant, donc ce qu'on va attendre, c'est le CPI du mois de mai. Ce qu'on va attendre également, c'est qu'est-ce que va nous dire la Fed le 14 juin. Donc on aura entre le 10 et le 14 énormément d'informations sur tout ce que va nous donner l'été. On aura également dans cette zone-là, si la Fed fait sa pause, ça peut, donc n'augmente pas ses taux, ça peut potentiellement être relativement bon au sens où le marché va commencer à se dire bon, au moins, je suis dans une zone, on va dire, et vous le voyez là, je regarde ce sondage en même temps du marché, qu'est-ce que va faire la Fed le 14 juin? Est-ce qu'elle va ne pas augmenter ses taux? 41% qui pensent qu'elle ne va pas le faire, et 60% qui pensent qu'elle va augmenter ses taux de 0,25%, 25 points de base. Donc là, on a un sentiment qui est un petit peu switché, plus de personnes qui pensent qu'on va continuer la hausse par rapport à ceux qui pensent qu'on va éventuellement la baisser. Tout simplement peut-être également sur fond des minutes de la Fed, ce genre de choses qui sont sorties dernièrement. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, à ce stade-là, ce qui va être important de regarder pour moi, ça va être ça. Ça va être d'abord les chiffres du chômage pour la fin de semaine, parce que tout simplement, si jamais on est en récession et si jamais le chômage a fortement augmenté, c'est plutôt une bonne chose pour les marchés, au sens où la Fed a un peu plus les mains liées par rapport à ce qu'elle peut faire le 14 juin. Mais je pense pas ici qu'on soit dans cette config-là. Je pense qu'on va avoir des informations sur l'emploi qui vont être plus ou moins mi-figue, mi-raisin. Et puis, ce qu'on peut regarder éventuellement aussi, c'est, donc là, je suis sur les petites time frames, cette trend ici d'accumulation. Si jamais on la tient, si jamais on arrive à la tenir, donc ça correspondrait, vous le voyez ici, à tenir les 27,4, ça peut être plutôt une bonne chose. Voilà, si on garde un petit peu cette pente d'accumulation, ça peut être plutôt une bonne chose. Le breakout ici, pour moi, il a eu lieu. On avait une résistance qu'on a réussi à passer autour des 27,5. Maintenant, il faudrait pas que ça soit juste une prise de liquidité et puis s'en va. On avait pas mal de shorters ici sur la zone jusqu'à hier et finalement la hausse du prix suite à ce dénouement par rapport à ce que nous dit la Fed, ce que nous dit le plafond de la dette, autant pour moi, et bien du coup est plutôt une bonne chose. La 5 minutes, elle est baissière à ce stade. Donc attention à ça, peut-être potentiellement un très léger support, vous le voyez sur ce
creux là qui semble peut-être se défendre à ce stade, mais on attendra bien entendu d'avoir une vraie structure 1 heure pour éventuellement agir. Voilà, d'une manière générale, voilà un peu mon sentiment. Si on revient sur une time frame un petit peu plus grande, on va prendre le 4 heures en exemple. Alors, quels pourraient être les différents scénarios? Eh ben, le premier scénario, c'est juste une prise de liquidité. Au-delà de ce point-là, vous le comprenez, hein, on est venu ici chercher la liquidité qui se trouvait au-dessus de ça. Et puis s'en va. Et puis s'en va, ça veut dire quoi? Et puis s'en va, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être tout simplement réintégrer entièrement la structure et revenir retester, puisqu'on a eu, vous le comprenez, sur ces niveaux-là, à chaque fois qu'on a un creux ici, on a eu pas mal de longueur, donc finalement une mauvaise news ou quelque chose qui fait qu'on vienne retester à nouveau les 26 et quelques $1000. Ça serait plutôt une mauvaise chose. La plutôt bonne chose derrière, et qui a quand même plus de chances de se produire en fonction de ce qu'on voit sur les structures, c'est qu'on trouve rebond sur la zone ici qui se trouve désormais à 27,4. 27,4, la ligne de coup de cette épaule tête-épaule. Je vois pas de creux majeur, moi, en 4 heures ici se dessiner, donc on en a peut-être un très légèrement en dessous, autour des 27,3. J'ai un petit peu de mal à croire là-dedans. Au sens où le plafond de la dette, ça reste pas non plus une news extraordinaire, c'est ça que je veux dire. On s'attendait plus ou moins tous à ce qu'il y ait un dénouement favorable à cette histoire-là, tout simplement parce que les États-Unis n'ont jamais fait défaut sur leur crédit, ils ont toujours augmenté la dette qu'ils pouvaient contracter, donc ça aurait été un petit peu stupide à ce stade de la part des républicains de vraiment bloquer l'histoire, ou ça aurait été stupide de la part de Biden, puisque bien entendu chacun aurait montré du doigt le coupable de tout ça. Donc en l'occurrence, cette histoire-là, bon, on était plus ou moins dans une latéralisation parce que indécision. Beaucoup de gens qui ont vendu ici la zone en pensant que ça y est, les États-Unis allaient faire défaut, etc. Bien évidemment, ici on vient les punir. Donc c'est relativement normal et relativement courant. Maintenant, est-ce que on peut juste venir les punir et redescendre? Moi, je serais plutôt fervent de ce type de scénario-là, c'est-à-dire soit on s'échappe vers le haut là tout de suite, on revient même pas tester ce niveau-là, soit on s'échappe vers le haut tout de suite et pour le coup on laisse gagner effectivement ces longues qui ont pris ces longues dans cette zone-là, mais les niveaux sont pas non plus effarants, c'est pas incroyable, je me rappelle plus de la quantité du delta. On est à 11 milliards. 11 milliards, ça commence peut-être à faire un petit peu. Donc peut-être qu'effectivement, on pourrait, pour le coup, alors sur fond de liquidité, revenir retester les 26,8, c'est-à-dire ce creux qui est ici. Ça pourrait être plus ou moins un scénario global assez intéressant. On perd la traîne de distribution, on revient tester le creux qui est ici. Ici, tout le monde se met à appuyer sur le short, et puis finalement, on les punit, et on revient chercher après, ensuite, en cassant cette zone de distribution-là, le point le plus haut. Personnellement, j'opterais plutôt sur ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on enfonce légèrement plus bas que la ligne de coup du double bottom, qui se trouve à 27,4. J'opterais bien éventuellement pour le fait d'aller de venir chercher ici une zone un peu plus basse. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, tout simplement que si on prend la hausse qui est là, donc la dernière en date, hein, vous comprenez que c'est ce que je regarde là, on revient faire un tour en zone premium sous les 50% ici, cette hausse corrige plus de 50% de ce qu'elle a fait, potentiellement même jusqu'à 26,8, vous voyez qu'on serait au 0,618, voilà, quelque part entre 26,8 et 26,4, on aurait potentiellement une bonne zone d'entrée pour éventuellement longuer, en tout cas s'il y a une structure ici dans les plus petites time frames. Donc je vais vous mettre une box en vert, ça pourrait peut-être être intéressant. Et ça pourrait être une config vraiment propre pour le coup, pour que tout le monde soit un petit peu sous l'eau. Donc ça me paraîtrait vraiment intéressant. Ou alors, voilà, encore une fois, si on traîne pas trop dans la zone, puisque on a quand même aussi des chances, tout simplement, parce qu'il n'y a pas toujours forcément une direction ici préférentielle, de faire quelque chose comme ça, hein, encore à nouveau, ou alors légèrement au-dessus comme ceci pendant quelques temps, venir prendre la liquidité et ensuite éventuellement repartir. En tout cas, beaucoup de longueur sur ce mouvement, donc du coup, moi ça me fait dire que peut-être il faut faire gaffe. Maintenant, parfois, la liquidité a tort et parfois, on se retrouve à avoir des breakouts très propres qui continuent à pousser malgré le fait qu'il y ait des gens qui rentrent en longue, etc. Tout simplement parce que la valeur n'est pas non plus incroyable dans ces zones. Donc,
pourquoi pas. Personnellement, en tout cas, encore une fois, j'opterais plus, moi, pour un retour à ce stade, dans une zone entre 26,8 et 26,4, sans forcément ici perdre le dernier plus bas, puisqu'on voit bien ici que les longueurs ont été un petit peu en retard. Ils n'ont pas tout de suite ici acheté cette correction-là, et ils ont plutôt attendu pour éventuellement peut-être jouer le range, hein. Le range précédent, ils ont plutôt attendu ces niveaux-là pour rentrer. Donc pourquoi pas une retouche en bas du range pour éventuellement repartir en haut. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait qu'on ait trouvé une solution de ce côté-là. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quels vont être les 6 prochains mois au niveau vraiment économie. Pardon. Quels vont être les 6 prochains mois? Enfin, c'est ça qu'on s'attend en ce moment à essayer de regarder, essayer de trouver, essayer de comprendre. C'est est-ce que finalement on va avoir ce fameux hard landing, donc cet atterrissage en récession, ou alors est-ce qu'on va avoir un no landing, c'est-à-dire est-ce qu'on va renvoyer la liquidité assez fort et assez vite sur fond vous comprenez les narrations du moment, hein. Il y a la crise bancaire, il y a des tas de choses qui menacent en ce moment. Un credit crunch, donc c'est-à-dire des conditions de resserrement du crédit qui sont plutôt favorables pour une baisse des prix. Donc est-ce que le credit crunch va être trop fort, ou alors est-ce que la baisse des prix va être enclenchée sans que l'économie n'en pâtisse trop, c'est-à-dire sous-entendu, Powell aura fait exactement la bonne chose au bon moment, il aura tout simplement appuyé sur le frein avant que le train ne déraille, et il aura ensuite, au moment où ça devra être éventuellement mis en marche, c'est-à-dire quand ce credit crunch là va potentiellement créer des dommages dans l'économie américaine et donc par ricochet l'économie mondiale, et bien là il faudra qu'il rappuie assez vite, parce que là il a freiné très fort. La question ici c'est à quel moment il faut rappuyer, et est-ce qu'il faut rappuyer fort, ou alors est-ce qu'il faut rappuyer tout doucement, est-ce qu'il faut rester à un taux nominal de 5% pendant un certain temps, jusqu'à ce que effectivement l'inflation revienne à ces 2%, qui est plus ou moins sa target ultime. Donc rester à 5% dans une zone extrêmement restrictive pour l'économie, et est-ce que ça pourrait fonctionner sans que rien ne casse? Pour le moment, ce qui semble dire que c'est pas le cas, enfin que c'est pas en train de casser, c'est le marché de l'emploi qui est toujours extrêmement fort. Vous voyez ici que l'inflation corrige, effectivement, elle a quand même perdu quasiment la moitié de ce qu'elle avait jusque-là. Et voilà, la grande question c'est est-ce qu'on reste à 5% jusqu'à avoir ça, nos fameux 2%, ou alors tout simplement est-ce qu'on essaye d'aligner les taux à l'inflation, c'est-à-dire est-ce que tout de suite on se donne le droit de diminuer ou pas. Je pense que ça va poser pendant un certain temps, mais je pense que Powell a une forme de pression assez énorme pour garder des très bonnes conditions économiques, et même ne pas nous donner quelque chose d'extrêmement baissier, et ne pas nous donner un crash, tout simplement, ou au moins décaler le crash au mieux, pour ne pas avoir ça avant les prochaines élections américaines, qui pour le coup ont lieu relativement bientôt, hein, il faut le comprendre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a refait un point ici, on a repris la semaine. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que effectivement les États-Unis vont continuer d'imprimer, et que ils vont continuer de s'endetter. Comprenez bien que le système américain et l'étalon, le pétrodollar actuel fait que ce ne sont pas les États-Unis qui payent réellement cette histoire-là, mais c'est plutôt le reste du monde qui paye le déficit commercial des États-Unis, tout simplement parce que cette hégémonie du dollar fait que effectivement ils peuvent imprimer à foison, ça n'est pas tellement un problème pour eux, et ils peuvent avoir un déficit commercial assez énorme parce que leur monnaie est reine en ce qui concerne les achats de matières premières les plus importantes dans le monde, mais également tout ce qui concerne le marché boursier, etc. et toutes ces choses-là. Preuve en est lorsqu'on parle tout simplement du Bitcoin, vous voyez qu'on va regarder le prix en dollars, donc on est vraiment ici sur un contexte qui pour eux reste extrêmement intéressant. On a aussi énormément montré sur la chaîne tous les problèmes que ça posait. On a parlé du dilemme de Triffin, on a parlé de Milton Friedman, de l'école autrichienne de la monnaie, de la déconnexion entre la sphère monétaire et la sphère économique. On a beaucoup abordé ces sujets-là. Et en l'occurrence, ici, il faut comprendre que une partie de la solution proposée, c'est soit un monde un peu plus multipolaire en termes de monnaie, quelque chose qui se base aussi également un petit peu sur l'or, un petit peu sur le yuan, un petit peu
peu comme ce que proposent finalement les BRICS, qui en ont un petit peu marre de ce type de situation-là, puisqu'on devient maintenant, on arrive dans un endroit où la finance devient politique, où la politique monétaire enclenche une multipolarisation du monde, et certaines personnes qui se refusent bien évidemment à utiliser le dollar pour faire leurs échanges et pour vendre leurs différentes matières premières, le dollar ou l'euro, c'est le cas de la Russie, et on a également des choses qui commencent à se passer qui auparavant n'étaient absolument pas envisageables, tout comme par exemple de la Chine qui achète à l'Arabie Saoudite du pétrole en yuan. Donc si je peux vous donner un conseil, regardez un petit peu quand même du côté, regardez un peu plus à l'est. Ça peut être quand même des choses intéressantes, au sens où aujourd'hui, si on regarde, les BRICS représentent quand même un bon pourcentage du PIB mondial. Je crois qu'en dollars constants, en dollars, en PIB par habitant et en pouvoir d'achat, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, pouvoir d'achat sur place, ils sont largement devant tout le reste. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps au-delà des 50%. Donc du coup, gardez quand même un petit peu de votre cash à l'est, et pourquoi pas Bitcoin pourrait être effectivement une solution si jamais d'une certaine manière il pourrait être la zone neutre dans ce monde multipolaire là, puisque tout simplement il s'échange très facilement pour très peu de frais, et il peut être tout simplement l'endroit où viennent se connecter finalement le monde de l'avant-dollar et le monde de l'après-dollar, puisqu'on est actuellement dans cette dynamique là. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. D'abord, j'aimerais vous dire que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, j'ai pas fait de vidéo peut-être pendant 7 ou 8 jours, tout simplement parce que j'avais pas mal de choses à côté. La raison en est aussi que chez moi tout est gratuit, donc du coup ça me donne cette liberté de faire absolument ce que je veux, donc ça c'est cool, c'est vraiment cool pour moi, et donc du coup j'ai pu m'adonner à d'autres activités à côté, et qui du coup font que je reviens super en forme et super content d'être là, voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, quelle est pour vous, donc s'il y avait une question à la con à poser ici en fin de vidéo, voilà, quelle est pour vous la clé de la liberté d'une certaine manière? Est-ce que vous êtes plutôt dans une forme de liberté au travail? Est-ce que vous êtes plutôt dans une forme de liberté avec un travail plutôt cool, et puis derrière finalement un maximum de vacances, et vous trouvez votre liberté dans ces moments-là? Est-ce que vous êtes plutôt dans la liberté financière? Moi c'est plutôt mon cas, c'est plutôt vraiment ce que je recherche, c'est-à-dire le fait que de rien devoir à personne, et puis d'être hyper clean, que ça soit même sur tous mes impôts, toutes ces choses-là et tout ça, etc. Dormir avec aucun stress et être absolument à même de vouloir faire très exactement ce que je veux financièrement. Je pense que même si l'argent ne fait pas le bonheur, il contribue en grande partie à enlever des soucis. Et donc du coup, un travail acharné d'un autre côté permet aussi, et un travail acharné, moi en ce qui me concerne, personnellement, le fait d'avoir envie de voir mes enfants grandir et toutes ces choses-là, etc., m'a amené à être trader indépendant, et c'est vraiment là-dedans que je m'éclate. Mais je conçois tout à fait qu'on puisse juste se dire, moi je vais être entre guillemets un travailleur de 8h à 4h, et puis derrière je prends mon pied en allant, je sais pas moi, faire de la Harley sans casque le week-end. Voilà, question à la con, où est-ce que vous trouvez votre liberté? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer à repréparer à nouveau des sujets, des choses comme ça. Je pense qu'on va se remettre un petit peu sur la géopolitique, puisque Erdogan a été réélu en Turquie. Il s'est passé quand même pas mal de choses en géopolitique qui vont être intéressants de regarder. Et bien évidemment, on va se remettre aussi sur les altcoins. On avait attaqué une liste sur KuCoin assez conséquente, et donc du coup on va continuer tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, à bientôt.